Bonsoir à tous, bienvenue à une nouvelle édition de Soccer Punch. Aujourd'hui, une émission qui sera axée surtout sur la qualification de l'Impact en play-off. Pour la deuxième fois en 4 ans, Toronto et Vancouver sont aussi qualifiés pour les play-offs. Ça fait 3 équipes canadiennes. Une première, est-ce le renouveau du soccer canadien? On verra bien une de ces questions, on va y répondre avec nos panélistes. On a aujourd'hui Grégory Louisi d'InfoSoccer. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? En forme, Bien. en forme. On a Mehdi Saher du Cannes Football Club. Bonsoir Raj. Ça va Mehdi? Ça va bien et toi? Et on a maintenant un habitué, j'ai envie de dire, Arcadio Marcusi du 98.5. Toujours un plaisir, merci. En forme? Oui. Super. Content de vous avoir les gars. Donc on va débattre football. Donc voici le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Impact et de leur qualification pour les playoffs, de la MLS, de l'Euro et de l'International, plus notre fameux quiz. Bon les gars, on va plonger directement dans le bain. L'Impact qui s'est qualifié officiellement contre le New England Revolution avec cet éclair de génie de Piatti. En trois mots, pouvez-vous me résumer le match contre le Toronto FC? On va commencer par Grégory qui est nouveau avec nous. En 3 mots, alors pour le nouveau, tu me donnes déjà un piège. En 3 mots, je dirais classe, vaillant et Drogba. Je t'aurais pu te dire Drogba. Mais il n'a pas mis un triplé, donc Non, je ne l'ai fait pas. classe, vaillant et Drogba. Ok, pas mal, Mehdi. En 3 mots. Barre transversale, ça fait 2 mots. Ça fait 2 mots. Ça a beaucoup joué dans ce match. Didier, Didier, t'es déjà à 3. comme d'habitude. Bon, si tu comptes barre transversale comme 2 mots, c'est bon. Didier. C'est bon, et... j'ai mon joker. Retour. Ok. Comme c'est le vrai. retour de l'Impact C'est ce vrai, soir. c'est vrai. Moi, ça va être en 3 noms. Ça va être Bush, En effet. Biello et Drogba. Ouais, moi je suis d'accord. J'aime bien son triplé. Est-ce que vous croyez que l'Impact, en ce moment, est armé pour aller jusqu'au bout en MLS? On va y aller cash, direct. Vous Voilà. pensez quoi, Mehdi? Aller jusqu'au bout. J'ai envie de dire avec Drogba, tout est possible. Mais écoute, moi, il y a quelque chose qui m'encourage à penser de manière positive ce soir. Ce n'est ni Bush, ni Biello, ni Drogba. C'est Donadel, qui a eu une tenue exceptionnelle ce soir, j'ai trouvé, qui revenait bas, aider ses défenseurs, qui a muselé Giovinco aussi. Et c'est transversal incroyable, qui shakeait, excusez-moi l'anglicisme, le bloc torontois. Donc, T'as vu la ce milieu transversale incroyable, la volée, en là demi-volée, oui. Donc, du grand Donadel. Donadel, à ce niveau, à ce moment de la saison, ça va être un C'est gros que du plus pour bonus. l'Impact avec un milieu de terrain très, très puissant. Mais il a trouvé ses jambes, il a trouvé son rythme. Je pense que Donadel, c'est ce qui lui manquait cruellement en début de saison, même au milieu. Là, je pense que son nombre de cartons parle de lui-même. Il était toujours en retard. Et puis là, il semble vraiment avoir un deuxième souffle. C'est une très bonne nouvelle pour l'Impact parce qu'on se dit qu'on a besoin d'un 6, on a besoin d'un milieu qui ratisse, qui est efficace. Et Donadel le fait à merveille depuis quelques matchs. Même chose pour Rio Coker. Je pense que c'est un très bon point que tu as dit. Je pense que si tu veux aller jusqu'au bout, oui, tu as Drogba, tu as Simon, tu as Piatti, tu as les gros canons, mais tu as besoin des joueurs de soutien qui vont t'aider là, à faire la différence. Et Donadel le fait. Rio Coker le fait également Ouais, depuis il a quelques fait- matchs. il a fait C'est un un bon joueur match. transformé depuis que Biello est à la barre de l'équipe. Et évidemment, depuis que Drogba est arrivé, le standard a été rehaussé. Et tout à fait. Je pense que l'Impact a ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Et je pense que, honnêtement, surtout en ayant un joueur comme Drogba, il n'y a plus grand monde qui peut douter que l'Impact pourrait se rendre jusqu'au bout. Ça va être très difficile, mais on pourrait le faire. Parce que moi, j'ai quand même vu, quand on regarde le dernier match de l'Impact contre Toronto, justement, oui, Donadel a quand même muselé quand même un Giovinco, mais on a vu un Giovinco qui s'est quand même baladé dans cette équipe. C'est ce que j'allais dire. Il a quand même... Faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il accélérait, C'est ça. tout le monde avait peur, la défense avait peur. Et il a créé du danger quand même. Quand on regarde, dès qu'il avait une occasion et qu'il pouvait se démarquer, il créait du danger. Et c'est Il faut dangereux s'y à chaque attendre. fois. Il faut s'y attendre à ça. Tu joues contre, potentiellement. C'est assurément le meilleur joueur de Non, la c'est le MLS. meilleur joueur de la MLS. Ça, Et ça, tu le c'est vois, sûr. à un moment, il te met un crochet sur ciment. Il a vu le tacle arriver à 10 km. Donc, c'est le meilleur joueur de la MLS. Le travail qu'on a fait face à lui, c'est sûr que le meilleur joueur de la MLS va te faire peur en arrière. C'est sûr qu'il va t'en éliminer un, parfois deux. D'ailleurs, on l'a vu sur la passe décisive, justement, où Simon semblait dormir au gaz. Mais la présence de Donadel et son aide à cette défense-là a fait
qu'on a pu minimiser l'impact de Giovinco. Et écoute, il n'a pas marqué, chose qu'il fait assez souvent ces derniers temps. J'aimerais revenir sur ta question. Exactement. Est-ce que tu nous demandes, est-ce qu'on voit l'impact aller jusqu'au bout? Je pense qu'on oublie de parler quand même de l'attaque. Parce que c'est vrai qu'on parle de Drogba. Drogba, on n'a pas besoin de parler de lui, on connaît son CV, on sait ce qu'il vaut. Mais le jour où Drogba est blessé ou malade, est-ce que vous avez vu la tête des gens quand Drogba s'est écroulé à la 89e? Tout le monde a eu peur. Tout le monde a eu peur, tout le monde s'est dit oh, qu'est-ce qui se passe? Il est rentré en boitant en plus. Exactement. Si on enlève Drogba, déjà il faut souligner ça, c'est un guerrier. Parce qu'il est revenu, il boitait, il a refait une accélération à la 93e. Ouais. Tout le monde avait peur. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est si Drogba a une contre-performance, fait un mauvais match ou se blesse, qu'est-ce qu'on a derrière? Oduro, c'est un mec très sympa, il est très gentil. Mais Oduro, il court partout. T'as dit 2 fois sympa. Hein. Ça veut dire que tu le trouves nul, ça. Non, pas du tout. T'as dit 2 fois, il est très gentil, non, il est très sympa. Il est généreux dans l'effort. Il est généreux dans l'effort, mais en termes de rendement, c'est limité. Autre chose, c'est limité. C'est limité. Bah écoute, il y a toujours l'option possible de mettre Piatti devant. Ou Venegas. Venegas. Mais peut-être que justement, ça pourrait le libérer. Mais bon, là, on est en train de parler d'une éventuelle blessure de Drogba. C'était l'inquiétude qu'on avait depuis son arrivée. Il est en train de nous donner plus que ce qu'on demandait. Et il faut arrêter d'avoir peur pour une blessure. Écoute, Drogba, ça... Non, c'est pas une histoire de blessure. C'est pas une histoire de blessure. C'est juste par rapport, si on compare par rapport aux autres effectifs, moi, j'ai plus peur. Regarde, tu prends un effectif comme Toronto, regarde le triangle, c'est quoi? C'est Altidore, Giovinco, Bradley. Est-ce qu'il y a la même chose à l'Impact? À l'Impact, il y a Drogba, Piatti. Il manque un Bradley. Et Oduro, potentiellement. Et justement, messieurs, on a un topo sur Oduro que vous avez visualisé maintenant et on va en discuter tout de suite après. Voici enfin venu le moment que tous attendaient, celui des séries. This is where you got to shine. There's always that one time, that opportunity that you get to shine, and this is the time that you got to show who you made of. Pour tout le monde à l'Impact cette saison, il y a un avant et un après la venue du divin Didier. C'est particulièrement vrai pour Dominique Oduro. L'avant Drogba, c'est un Oduro souvent titulaire à la pointe de l'attaque, alors que l'ère Didier, c'est souvent sur le côté, voire même sur les lignes de côté, qu'est déporté Dominique. Mais vaut-il mieux être premier soliste dans un petit ensemble ou jouer les seconds violons dans un grand orchestre? It's all about winning. Winning is everything. Everybody knows that. Winning is contagious. Winning is what makes us players who we are. Winning at the end of the day is what makes us legends. You can put Didier on the map. He won so many championships and stuff, so that makes him who you are. So I'll prefer to win at the end of the day. Dominique Oduro est un vétéran de la MLS, qui en est à sa 10e saison et à sa 7e équipe. Il a notamment joué pour le Dynamo de Houston de 2009 à 2011. I think right now we have the kind of caliber that Houston had before. Houston was always a team that fought hard at the end of the day. They always say last in, last out, because that's what they always do. They'll be the last team to get in, but they'll still win the championship. We have that same mentality over here right now. We're going into a better team, and we're in right now. So with this momentum, hopefully we keep it that way. And like I said, just one game at a time, and if you win, you just in. L'Impact retrouvera donc au premier tour son ennemi juré, le Toronto FC. Et tout juste à l'an dernier, la flamboyante crinière d'Oduro rejouait. Mais dis-nous, Dominique, c'est comment repeindre du bleu sur du rouge? It's fun. It's always good when you play against your former team. You want to show the kind of player that you are. It's a rivalry game. You got to beat them. End of the day, you just want to show who is the best Eastern Conference team in Canada. So I think it's the same thing right now. We just want to show them we're the best in terms of the Canadian part of MLS. Mais Toronto, c'est des noms qui font peur. C'est des Giovinco, c'est des Bradley, c'est des Altidore, des Cantari. Bon, Cantari, c'est surtout un nom qui fait peur à sa propre équipe, mais... All those are big names, we get that, but on the field, it's just about, you're trying to execute and do your job. They're all players, so you just have to scratch the name off and just go out there and try to stick with the game plan and push as hard as you can to win. Terminons sur une métaphore visuelle de la saison avec un Drogba qui vient voler le show à la toute fin. Bon joueur, le Dominique. Ben, pas rancunier, je veux dire. Nous sommes de retour après cette chronique sur Dominique Oduro. On remercie Julien, Cédric, Sidney et Manu pour cette belle chronique. Donc Oduro, les gars, on va revenir avec Grégory qui a dit qu'il était sympa
et gentil. Ouais. J'ai une question pour vous, les gars. Est-ce qu'il vaut mieux être titulaire dans une franchise foireuse ou être sur le banc dans une franchise qui fonctionne? Dans le cas d'Oduro particulièrement, Mm. ben, pour lui, j'imagine qu'il serait plus content dans sa situation présente avec l'Impact, avec Didier Drogba en mentor, pour l'expérience, pour ce que ça signifie pour la suite de sa carrière, que d'être, par exemple, au Colorado, où c'est la poisse et puis, bon, c'est fini. Je pense que ça reste quand même un gars passionné, un gars qui aime le jeu, un gars qui va se donner à fond. L'ambiance au Stade Saputo Oui, aussi, absolument. Ouais, tout dans, ça. dans le cadre du club, pour lui, le contexte est beaucoup mieux. Après, bon, c'est certain que les performances ne sont pas nécessairement au rendez-vous. De son côté, dernièrement, on peut espérer qu'en play-off, il retrouve un peu l'élan qu'il avait en début de saison ou en Champions League. L'Oduro n'était pas le même joueur, n'est pas le même joueur. Et on peut s'attendre en tout cas à ce que peut-être il y ait une motivation supplémentaire là, à retrouver cet élan qu'il avait là, en début d'année. Pour répondre à ta question, Reg, est-ce qu'il vaut mieux jouer dans une équipe, assez faible Plus faible. ou être sur le banc d'une bonne équipe? Il y a deux manières de l'avoir. Sportivement, il est toujours mieux d'être dans une bonne équipe. Tu as les victoires, tu as le moral, tu as potentiellement les titres. Financièrement, dans une ligue comme la MLS où toutes les équipes ont la même masse salariale, Plus ou moins, ouais. quand tu es bon dans une mauvaise équipe, tu peux avoir un salaire que tu n'aurais pas dans une bonne équipe. Donc, il y a différents facteurs et tout dépend vrai. du joueur. Financièrement, il serait mieux d'être dans une mauvaise équipe comme Colorado. Mais encore, je répète, techniquement, Oduro, et en termes d'intelligence de jeu, C'est faible. Hein. c'est C'est faible. vrai que c'est C'est très, faible. très On le Non, remarque on est d'accord assez que c'est souvent très où faible. il n'a pas le bon tempo. Par moment, on doit partir sur une contre-attaque. Son contrôle va vers l'arrière, ça ralentit l'équipe. Ses passes ne sont Cette passe jamais dans entre les pieds. Oduro, entre Et j'ai Toya remarqué quelque et- chose ouais, à non, l'échauffement, c'était pas- au match. À l'échauffement, il s'est chauffé sur leur tir. Il faut qu'il fasse une passe à Enzo, l'entraîneur assistant, qui leur remet la balle pour tirer. Oduro ratait les pieds de Enzo. Ah, C'est c'est pour grave. te dire, c'est Bah, grave. il court vite. Ah, c'est grave. après, Il court vite, mais bon, oui. il y a un problème grave technique chez Oui. Oduro. Non, on est d'accord avec son problème technique. Ça, je pense qu'on l'a cerné. Mais mine de rien, c'est quand même un joueur qui a participé aux séries à 5 reprises. Est-ce que son expérience peut être bénéfique pour l'Impact? Mine de rien, l'Impact, il y a peu de joueurs qui ont une expérience MLS. Je te dis non tout de suite. Ok. Pourquoi? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Arcadio il a dit. Mais on parle d'un gars qui est né en 85. Il a 30 ans. Ouais. Donc s'il a besoin d'un mentor à 30 ans, il faut qu'il change de métier. Moi, clairement. Parce qu'en tant que footballeur, à 30 ans, tu dois être l'exemple pour les jeunes qui ont 20 ans, 22 ans. Tu es un joueur avec Après, c'est maturité. l'équipe Tu de es un jeu, joueur qui est l'Impact. confirmé. C'est C'est sûr, pas à c'est 30 ans que tu démarres ta carrière. Ouais. D'accord? On a parlé des problèmes techniques. Il n'y a pas de souci. Maintenant, son expérience qu'il a eue, il a fait combien de matchs en série? Je crois qu'il en a fait 7. Ouais, il doit en avoir fait 7. Oui, mais c'est des matchs différents. Je la pense saison. pas. Donc pour Je toi, pense- aucun impact. Ça aura aucun Je pense impact pas. sur- Je pense pas qu'il sera décisif. Ben, en parlant de séries, donc, on connaît maintenant les affiches qu'on va avoir. Donc, le New York Red Bulls qui a fini premier dans l'Est, suivi de Columbus, Montréal, DC United, New England, Toronto. Comme on l'a dit précédemment, Montréal va donc jouer contre Toronto, DC United contre New England et les Red Bulls et Columbus vont donc dans l'attente de leur adversaire. Selon vous, messieurs, qui va être vraiment l'équipe, j'ai envie de dire un peu Cendrillon de ces playoffs dans l'Est? Bah, il y a une réponse facile qui est de dire Montréal, qui est l'équipe qui a fini dernière dans l'Est l'année dernière, qui est une équipe qui a eu un trou abyssimal en août. Et avec, encore une fois, comme je disais en début d'émission, avec Drogba, tout est possible. Il peut mettre des buts un peu n'importe quand, à volonté. Et donc, ça pourrait être l'équipe Cendrillon. L'équipe Cendrillon, 100% d'accord. L'équipe à surveiller, c'est les Red Bulls, selon moi aussi, dans l'Est. Ils ont tout pour gagner. Une belle profondeur. On a acheté, on s'est vraiment rallié autour de Jesse Marsh d'entrée de jeu. Mais moi, je suis un petit peu sceptique sur les Red Bulls pour revenir vraiment aux séries en MLS. C'est vraiment par rapport à leur défense. Moi, quand je vois des Ronald Zubar, je ne suis pas super serein. Non. Mais c'est vrai que quand on pense vraiment au Sacha Kljestan, vraiment à Bradley Wright Phillips qui a encore fait une bonne saison, on ne sait jamais. Ça peut être vraiment intéressant. Et pour toi, Greg, ça va être qui Moi, je ton pense équipe que Cendrillon? ça va se jouer entre, bizarrement, je dirais aussi les Red Bulls et l'Impact.
Maintenant, encore une fois, je dirais attention, blessure et suspension. Si on perd Simon, si l'Impact perd Simon, c'est plus la même chose. Si l'Impact perd Drogba, c'est plus la même chose. On se retrouve encore une fois avec Oduro, on se retrouve encore une fois avec des joueurs qui vont manquer de cadre. Il manque des cadres et il manque peut-être ces gens-là qui, dans le vestiaire, vont parfois recadrer les personnes, vont parfois leur dire voilà le bon mot, voilà la voie qu'il faut suivre dans des moments difficiles. Donc j'espère qu'ils vont avoir leur effectif complet. S'ils ont leur effectif complet, ils peuvent aller loin. Puis maintenant, on va passer dans l'Ouest, les équipes qui sont qualifiées. Donc Dallas premier, Vancouver, super saison, finissent deuxième, Portland troisième, Seattle quatrième, LA Galaxy cinquième et Sporting KC sixième. Donc Dallas et Vancouver qui ont le bye week. Donc messieurs, même exercice, votre équipe Cendrillon qui pourrait aller très loin en play-off, selon vous? Moi, mon équipe Cendrillon, c'est Portland, les Timbers. Je les aime pas. J'aime beaucoup cette équipe. Pour moi, le facteur X de cette équipe, à part, bon, Valérie, c'est pas vraiment un facteur X, mais Lucas Melano, c'est un gars qui, un peu comme Venegas, là, qui trouve ses repères en MLS. C'est un gars qui devrait éclore là, d'une semaine à l'autre. Moi, je pense que ça va arriver en play-off et il pourrait faire la différence pour les Timbers. Ok. J'aurais dû parler en premier cette fois parce que là, je vais avoir l'air de voler le choix d'Arcadio. Pour moi aussi, c'est Portland. Je l'avais dit d'ailleurs avec toi il y a quelques semaines. Portland a fait un retour vraiment incroyable pour cette course aux séries. Mais bon, pour ne pas se répéter, je vais aller répondre à une autre question. C'est qui est l'équipe qui va se casser la gueule? Et là, je vais te dire, ça va être LA. Parce qu'on a un match incroyable qui arrive cette semaine, qui est Seattle-LA. Et si LA réussit à s'extirper des Sounders, il retrouve le FC Dallas, qui est l'équipe de la MLS. Qui n'a pas beaucoup d'expérience en play-off, cependant. C'est bien vrai. Que c'est une équipe. Mais ça va être un parcours très difficile. Ça va être un parcours très difficile pour LA. Je ne les vois pas répéter les exploits qu'ils font depuis quelques années. Greg? Moi, je pense aux Sounders. Je pense qu'eux, ils vont jouer chez eux. L'ambiance là-bas, vous la connaissez. Moi, j'y crois. Je sais pas pourquoi. On a eu un petit DMC cette saison. Hein. Ouais, mais beaucoup d'histoires. On a l'habitude de dire que les grands joueurs se réveillent dans les grands matchs. Est-ce que DMC est un grand joueur? Pour la MLS, j'ai envie de dire. J'aime bien cette question. C'est une très bonne question. Ouais. Mais pour la MLS, je dirais pour la MLS, oui. Pour la MLS, je dirais cool. Absolument. Mais moi, je t'ai donné mon équipe Cendrillon. Moi, je pense que pour les favoris, mes favoris dans l'Ouest, c'est Dallas. Dallas, absolument. Ouais. Moi, je vous dis une petite pièce sur le Sporting KC, les gars. Attention. Benny Philharber, un méga sûr. Avec Graham Suzy. Ça va être vraiment pas mal. Donc, super, messieurs. Maintenant, on va passer à notre chronique littéraire. Et oui, on a une chronique littéraire à Soccer Punch. Écoutez ça. Rebonjour à tous. Nous sommes maintenant dans notre partie intello de l'émission Soccer Punch avec le président fondateur du Plancher qui craque, Antoine Calatayud. Comment ça va, Antoine? Président directeur général. Attention, PDG du Plancher qui craque. Un super blog, justement, littéraire. Merci. Et donc, tu es ici avec nous aujourd'hui pour nous parler du roman Dribble. En gros, de quoi ça parle, Dribble? Alors, Dribble de l'auteur Sergio Rodrigues, un auteur brésilien. C'est une histoire sur fond de football où un ancien journaliste très connu sur la scène de Rio de Janeiro, journaliste sportif qui s'appelle Murillo, décide, après 26 ans de dispute avec son fils, de renouer contact. Son fils se présente donc autour de séjours de pêche, dans lesquels, pendant les moments où on ne pêche pas, on regarde des matchs de football d'anthologie. Son fils se présente avec l'espoir d'avoir des excuses de son père, excuses qui ne viendront pas puisque son père le fait venir pour lui offrir un manuscrit qu'il a rédigé sur l'histoire d'un grand joueur de football à la peau sombre. C'est un superbe roman. C'est écrit comme des dribbles, comme des ailes de pigeon. C'est fabuleux. C'est vraiment, pour tous les fans de football, un super bouquin. Je vous le recommande fortement. Ben justement, c'était ça ma prochaine question. Pourquoi le terme dribble, justement, puisqu'en fait, c'est rédigé comme un match de football et que le football sert de toile de fond au récit. Ce n'est pas un livre de football à proprement parler. C'est vraiment un roman avec une histoire familiale solide, mais le football sert de toile de fond à cette histoire-là. On sait que tu es un fan de foot.
Hein, absolument. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à lire le livre, Bah, le roman Dribble? d'abord le titre, Dribble, on le voit tout de suite. En plus, la couverture, donc c'est un filet déchiré. Donc forcément, le titre. Je te dirais que on y trouve un peu de tout. On y parle de Pelé, on y parle du match Uruguay-Brésil en 1970, puisqu'il s'est passé un événement dramatique autour de ce match-là. C'est un portrait du football, mais c'est aussi un portrait de la société brésilienne sous la dictature militaire entre les années 60 et 80. Donc c'est un portrait de société, c'est un portrait de sport, c'est un condensé du Brésil en 300 pages. Et pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est quoi la fin? Je ne peux pas te la raconter parce qu'à la fin, il se passe plein de choses, puis c'est ça qui est intéressant. Ah, bon. Elle est tragique, c'est tout ce que je peux te dire. Bon, bah, c'est cool. Ben, donc, on vous invite tous à lire le roman Dribble. Donc, merci Antoine d'être venu. Je t'en prie. Et puis, à la prochaine pour une autre chronique critique littéraire. On remercie donc Antoine Calatayud du Plancher qui craque pour cette belle chronique du roman Dribble. On va passer maintenant à une partie plus internationale de Soccer Punch. C'est l'Euro cet été. On a quasiment les qualifiés. Les barrages arrivent bientôt, mais on s'entend, hein, les gars, les barrages, ils ne vont pas gagner l'Euro. Ou presque. Donc, est-ce qu'on pourrait parler tout d'abord de vos favoris, underdogs, pour cet Euro qui sera présenté en France, messieurs? On commence par toi, Mehdi. Par moi. Mon favori, c'est l'équipe de France. Je vais en faire plaisir à certains, pour 3 raisons. La première, c'est le groupe qui a l'air titulaire comme remplaçants sont en train de péter le feu dans leur club et tout se passe très bien pour l'équipe de France en ce moment. Le groupe semble soudé. La deuxième raison, c'est Didier Deschamps. Qui n'est pas un bon coach, Didier Deschamps. Didier Deschamps est un gagnant et Didier Deschamps a fait de toutes les équipes où il allait une bonne équipe et a amené Marseille sur le toit du championnat de France, a amené Monaco en finale de Ligue des Champions, a ramené la Juve en première division. Didier Deschamps est quelqu'un qui réussit partout où il va et je pense qu'il va réussir avec l'équipe de France. La troisième raison et dernière, c'est que la France reçoit. Et quand la France reçoit, la France gagne. 84 et 98, quand la France reçoit en général, le public est derrière, le pays tout à coup se retrouve derrière son équipe de France à 100%. Et je pense que la France est le favori pour l'Euro. Et en 84, si vous ne le savez pas, fun fact of the day, la Hollande avait raté l'Euro. Donc peut-être que... Bonne information, ça. Peut-être que... Moi, j'y crois pas du tout, justement, à la France. Mais bon, Greg, pour toi, ça serait qui Écoute, pour favori? l'Allemagne, classique. Ah, je suis d'accord Allemagne, avec toi. classique, top 3, il ne faut jamais les oublier. J'ai envie de te dire l'Espagne. L'Espagne, Renaissance, c'est un pari. L'Espagne, c'est un pari, mais je pense que l'Espagne a toujours une base solide. Ok. Et mon cœur te dira forcément la France, d'accord? Quand la France reçoit, c'est plus la même chose. À domicile, les Français vont tous être derrière l'équipe. Et pour toi, Arcadio? Moi, je vais y aller avec la famille. Pour moi, mon équipe favorite, je vois la France. L'Argentine ne fait pas l'Euro, hein, Non, tu le sais, non, ça. mais Ok. je vois la France remporter ce tournoi. On se prépare pour cet événement-là. La France reçoit très bien. C'est une équipe aussi qui est rassemblée autour d'un projet, malgré ce qu'on pourrait penser au niveau sportif. Et il y a des éléments que tu ne peux pas négliger, là. Benzema est en grande forme. En club. Griezmann. En club. Griezmann. Ben ouais, mais moi je pense que la France devrait remporter cet Euro chez elle. Et sinon, mon équipe Cendrillon, ce serait l'Espagne. Je vois vraiment l'Espagne revenir un petit peu, réparer cette fierté bafouée lors de la dernière Coupe du Monde. Ils ont les éléments pour le faire. Je vais encore faire débat, je n'ai pas donné mon équipe Cendrillon. Gardez un œil sur la Turquie. Dernière équipe Ah oui, qualifiée d'accord. comme meilleur On a un maillot troisième. derrière, donc ouais. Mais bon. Bah, si tu veux, Oui, si ça te fait mais- plaisir, ce sera Oui, pour le oui. maillot. Oui, oui, Mais garde un œil sur la Turquie, une équipe qui a toujours joué avec cœur, qui a déjà créé la surprise lors de l'Euro 2008. Et je vois bien, surtout avec un Euro aussi volatile, avec des huitièmes de finale, je vois bien la Turquie avoir une possible chance et s'extirper et peut-être aller faire un quart ou un demi-finale qui serait une réussite pour les Turcs. On pourrait voir une reprise un peu de ce qu'on a vu au Portugal avec la Grèce. Moi, c'est le type d'euro que je vois. Si c'est pas un des favoris, ça pourrait être un joueur périphérique là, qui vienne causer une surprise. Ça ne me surprendrait pas du tout. Donc pour moi, mon équipe Cendrillon,
ça sera bizarrement, ça sera l'Angleterre et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour une rare fois, on ne les attend pas. Je pense qu'on n'en parle pas. Et c'est une équipe, ils ont plus le débat Gerrard ou Lampard. Donc là, vraiment, c'est une équipe que de jeunes, que des potes. Ils jouent presque tous dans les plus grands clubs en Angleterre. Et je trouve que ça peut être intéressant d'avoir un Sterling, des Harry Kane, des Wilshere, des Ils sont Chamberlain. toujours blessés. Certes, Ils mais sont je pense que toujours c'est une blessés. équipe, ils ne vont pas gagner. Hein. Je vous dis, les gars, ils ne Il vont pas adore gagner. les blessures. Ils C'est vont vrai. pas gagner. C'est important au football. Mais, Tu gagnes pas avec mais des à mon blessés. avis, ça peut être intéressant. Et je voulais juste rebondir par rapport à la France, puis on passera à autre chose. Après, à mon avis, quand tu fais ton équipe et que tu as encore des Evra et des Sagna dans ton effectif, tu vas aller nulle part. Parce que je pense que ça a été prouvé et reprouvé que ces joueurs-là, c'est fini. Donc quand tu continues à les sélectionner alors qu'il y a d'autres options, à mon avis, en France et un peu partout, qui sont peut-être moins bonnes, moins Ils expérimentées. sont titulaires en club, donc ils sont Je sélectionnés. respecterai Ouais. ton point de vue le jour où tu ne t'arrêteras de mettre Evra et Sagna dans la même phrase. Evra est quelqu'un qui a prouvé, Je suis d'accord qui avec a toi. gagné mais des Evra, titres en c'est- club. En c'est- club, il est important. C'est son pedigree. Evra, en termes de performance de jeu, il est sur le banc à la Juve. Là, parce que le mec qui a sa place, ils ont acheté un jeune Italien qui est meilleur que lui, il ne jouera pas. Moi, c'est juste ça qui me dérange. Je suis d'accord avec toi. Evra, c'est vraiment un mec qui… voilà, Qui est ça- important pour le il groupe est important aussi. pour le groupe. Mais qu'il soit titulaire match après match… Pour Sagna, je suis Je sais d'accord pas. avec toi. Ouais. Le jour où il arrivera à faire un centre correctement déjà. Sagna, quand on continue méritera à sa prendre un place. mec comme Sagna qui est pas… Mais bon, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Arcadio, ça va être un Euro vraiment extraordinaire, je pense, avec beaucoup de belles surprises. Et c'est maintenant l'heure du quiz. Vous attendez le quiz depuis très longtemps, messieurs. C'est le moment. J'appréhende. Alors, le quiz qui sera aujourd'hui… Petite question. Oui, Moi, je suis nouveau. Le quiz. le quiz. Quelles sont les règles? Parce Quelles sont qu'eux, ils les savent règles déjà, du ils vont quiz pouvoir C'est tricher, vrai, etc. C'est vrai. Mais déjà, il triche en regardant mes feuilles. Oula, Hein déjà ça Attention, accuse. Je ne sais pas s'il faut que je change de place, mais bon, je vais me reculer au moins, du moins, pour être sûr que Mehdi… Le quiz, c'est très simple. Vous êtes 3, c'est chacun pour sa pomme. Ok. On attend que je pose les questions jusqu'à la fin et vous pouvez donner votre réponse. S'il n'y a pas de réponse au bout de 10 secondes, pour certaines questions, il y a des choix de réponse. Et vous attendez les choix de réponse et vous donnez votre réponse. C'est bon? C'est bon. Donc, vous J'attends le connaissiez- sujet. Oui, t'attends le sujet. Le sujet est le ballon d'or, messieurs. Ah, t'es à l'aise là. Je suis à l'aise. Je te sens à l'aise là. Première question. En quelle année a été créé le ballon d'or? 82. Vu cette réponse, il y a des choix. de Non, attends. Ah. 56. Très bonne. Bravo, Mehdi. Bravo, Mehdi. Très bon. Je vais Ah, il y a des reculer choix un de petit réponse. peu. Ouais, c'est suspect. C'est quoi C'est Moi, je suspect. regarde là-bas. Moi, j'ai Je pas- vais j'ai pas reculer confiance. un petit peu. Très J'ai pas bon. confiance. Moi, je regarde là-bas. Excellent. Parfait. Mais attends, tu parles de quel ballon d'or, là? Parce que… Ben, le ballon d'or auquel tu penses, c'était en 95. Justement, Walou. le premier joueur non européen à remporter le ballon d'or. Georges Georges Weah. Weah. Greg l'a dit en premier. Ah oui. Bravo, Greg. Bravo, Excellent. Greg. Excellent. Arcadio, ça a commencé le quiz. Faut lui poser une question sur qui a gagné 4 ballons d'or, peut-être, ça va l'aider. Encore aujourd'hui, seulement une fois le ballon d'or a été remporté par un gardien. De qui s'agit-il? Dinosaure. Faux. Lev Yashin. Très bien, Mehdi. Qui a fait ses devoirs. joué, Sans bien connaître. joué. Bravo, Sans Mehdi. connaître Bien le joué, sujet. bien joué. Sans connaître le jeu. Lev Yashin, J'ai gardien failli dire de Oliver Kahn. l'URSS à l'époque. Mais Oliver Kahn a fini deuxième. En 1956, Stanley Matthews a été élu Ballon d'Or. Il reste encore aujourd'hui le plus vieux vainqueur, mais à quel âge? 41 ans. Non, quel âge il a aujourd'hui ou quel âge il avait quand Mais il a non. gagné? Quand il a gagné. Bravo, Greg. C'est ça. 41 ans. Il connaît son non, Angleterre. c'est Greg, 41 Il ans. connaît son Angleterre. Hein. Un club français a eu un joueur qui a reçu un Ballon d'Or alors qu'il jouait dans ce club. De quel club s'agit-il? Marseille. 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 Jean-Pierre Papin. Oh là là. 91. Ce gars, il est fort. Montpellier. Bah ouais, pourquoi Non, pas? pas Montpellier, non. non. Quel joueur ça? Hey, tu me fais un quiz hipster, je te donne des réponses de hipster. Dernière question, mais je crois que c'est plié là, c'est quoi? Je crois que c'est Greg qui en avance. Ah ouais. Dernière question. Un seul club au monde a réussi à placer 3 joueurs dans les 3 premières places pour le Ballon d'Or. l'FC Barcelone. Bien joué. Et là, c'était moi. C'était Mehdi. Eh ouais. C'est 3-3.
Je vais devoir sortir une question bonus. Tu peux te reposer, Non, Arcadio. c'est vrai, moi j'ai abandonné. Hein, Très difficile, messieurs. Lequel de ces joueurs n'a jamais remporté de ballon d'or? Choix de réponse. Denis Law, Ruud Gullit, Michael Owen et Jürgen Klinsmann. 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 Et c'est Greg, le vainqueur du quiz. Sur. Bravo, le nouveau Yes. gagné sur une courte tête. Très bonne Non, performance, mais messieurs. je le laisse gagner pour qu'il Ouais, revienne quand même. c'est vrai. Ah, ça y est. C'est ça pour y est, qu'il ça y est. revienne à Non, l'émission. mais t'es poli, Belle j'apprécie. performance. Bravo. Belle performance malgré tout, monsieur Marcouzi. C'est pas obligé. Donc, merci messieurs pour cette belle émission. Et puis, on vous dit à la prochaine.